Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit mardi à New York pour débattre du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur la situation au Mali couvrant la période de juin à septembre 2022. Les représentants de la France et du Mali se sont lancés à cette occasion à des pics lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, Bamako demandant en vain depuis des mois une réunion spéciale de l'ONU en accusant la France de soutenir les terroristes, ce que Paris réfute naturellement. Et bien que vous inspire ce nouveau clash entre Paris et Bamako, pourquoi le Conseil n'a pas fait allusion à la plainte du Mali lors de cette réunion? C'est autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs sur Le Point sur l'actualité. C'est bien votre émission. La quotidienne qui vous permet de mieux comprendre les jeux et les enjeux géopolitiques du moment en rapport avec notre continent, l'Afrique. Et ce soir, nous parlons, comme vous l'avez suivi dans nos propos liminaires, du clash. Oui, c'était un véritable clash. La diplomatie était un tout petit peu mise de côté puisque Paris et Bamako se sont livrés à un échange très houleux et Bamako insistant sur sa plainte, sur ses accusations contre la France pour avoir, dit-elle, soutenu les terroristes dans le Sahel et bien sûr pour avoir violé son espace aérien à multiples reprises. Et bien Paris dément tout cela. Mais la grande question vous est posée, que vous inspire ce nouveau clash diplomatique au Conseil de sécurité, puisque le ton est monté entre Bamako et Paris. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Africa, et bien sûr, vous nous suivez sur la 96.3 FM pour ceux qui sont en radio. En télévision, nous sommes bien sur les satellites Eutelsat et Amos, et d'autres nous suivent sur YouTube et Facebook, sans oublier notre application, très belle d'ailleurs. Vous allez tout simplement la télécharger sur le Play Store. Deux invités nous accompagnent ce soir, plus vous, nos téléspectateurs. Parmi les invités, et je le reçois donc sur le plateau de Foyo pour, je crois que c'est la première fois. Oui, bonsoir Didier Ndengue. Bonsoir Bachi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Foyo Média Africa. C'est un plaisir de prendre part à ce débat afin d'éclairer les téléspectateurs et les auditeurs, les internautes autant pour moi. Oui, qui sont les auditeurs, c'est la 96.3. Effectivement, ainsi que les internautes, voilà. Puisque moi je suis un acteur du digital. Dans ce côté. Et effectivement, donc je n'oublie pas tous les followers qui nous regardent actuellement. Merci en tout cas d'être là. Je rappelle à nos téléspectateurs, Didier Ndengue, il est journaliste, directeur de publication de La Plume de l'Aigle. Vous allez sur www.didierdengue. C'est ça? Dengue.com. www.dengue.com. Voilà, vous allez suivre. C'est La Plume de l'Aigle. La Plume de l'Aigle. Et bien sûr, on a gardé La Plume de l'Aigle en tête puisque les journalistes, on aime écrire. En tout cas, quand quelqu'un écrit avec une plume de l'Aigle, c'est encore plus pointilleux. Qui est sûr, c'est ce que me dira notre ami et consultant permanent de cette émission, Jonathan Batenguini. Bonsoir, Joe. Bonsoir Bachir Maman là-dedans. Mon frère, bonsoir parce que c'est un plaisir de te retrouver. Il y a quelques jours, tu étais encore souffrant. Oui. Nous sommes fiers de te voir remis sur pied. Nous souhaitons que ce soit également le cas avec notre sœur Linda Dedi, qu'elle retrouve la pleine santé très vite et qu'elle nous rejoigne dans le combat panafricaniste. Vous êtes les pionniers du combat. Vous êtes comme ça une petite poignée, donc nous sommes très fiers de sentir que vous êtes en pleine forme. Bonsoir à notre frère, mon frère particulier, Didier Ndengue. Didier, on a quelquefois échangé sur les plateaux et puis au-delà des plateaux. Et c'est un journaliste panafricaniste, nationaliste, patriote convaincu. Nous saluons son engagement. C'est un des jeunes comme nous qui annonce la couleur pour les lendemains de notre cher et beau pays. Bonsoir à tous les techniciens, monsieur Yannick Son qui également est revenu
il était également souffrant. Souffrant, tout à fait. Oui, notre frère Signé Roger, Pierre Signé, Abolo, monsieur Foukoun. En tout cas, ils sont très nombreux, ces techniciens. Tout le personnel. Les acteurs de l'ombre, comme on les appelle. Ils abattent un travail remarquable et nous sommes très fiers de ce qu'ils abattent comme travail. Ils permettent à toute la galaxie panafricaine de se régaler tous les soirs comme ça et tous les jours d'ailleurs. Bonsoir également à la direction générale. Saluons comme ça tous ceux-là qui s'illustrent par leur travail au sein du panafricanisme. Hier, ils étaient simplement journalistes. Aujourd'hui, ils sont dans les cimes de la direction également en train de piloter le travail. Félicitations et surtout merci pour leur engagement. En tout cas, merci à vous. Les autorités du Cameroun. Non, comme toujours, vous les saluez très souvent. Il ne faut pas que les autorités du Cameroun. Surtout que j'étais pour retirer ma carte aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu, mais les policiers m'ont très bien traité. Donc, je l'ai donc, particulièrement les forces de défense et sécurité, sûrement de l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Mais nous ne manquons pas parce que notre sœur Puchéry Ballet, ça fait bientôt 60 jours, ça fait 2 mois, jour pour jour, qu'elle est embastillée par le régime sanguinaire du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. C'est malheureux que de le dire tout le temps comme ça, mais c'est une réalité. Il entretient d'ailleurs ces derniers temps une cybermilice qui est entretenue par un très grand cyberactiviste. Nous craignons pour en tout cas, on y reviendra certainement à l'occasion, puisque la Côte d'Ivoire nous donnera l'occasion de parler. Ils ne peuvent pas continuer. Il faut qu'ils arrêtent ce mauvais travail. Ils sont dans un continent qui a été frappé de pauvreté à cause des hommes comme le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan qui a amené, qui a martelé auprès de nos chefs d'État que les programmes d'ajustement structurel étaient importants. Et c'est ça qui est responsable de la misère dans notre continent. Il faut le répéter, nous l'appelons dictateur despote sanguinaire d'Abidjan parce que des millions de morts en Afrique sont dus aux conséquences négatives des programmes d'ajustement structurel. Et puis, merci, cher Joe. Joe, on y reviendra. Je sais que c'est très difficile de vous retirer la parole. Ça fait mal de savoir que notre sœur Puchéry Ballet en prison. Elle sortira, ça c'est sûr, et grâce certainement à vos appels incessants sur les différents plateaux. Puchéry Ballet, beaucoup de courage à vous. Eh bien, nous revenons sur le plateau et pourquoi pas commencer par Didier Ndengue. Didier, de manière générale, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur les relations entre le Mali et la France, ces relations qui se détériorent presque chaque jour? Et le dernier exercice, c'était lors de ce Conseil de sécurité, il y a de cela un peu plus de 24 heures. C'était très, très houleux de ce côté-là. Oui, mais les relations entre Paris et Bamako restent tendues depuis l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta et de son gouvernement, un gouvernement de renaissance qui restaure en quelque sorte le blason du côté de Bamako. Et pour cela, il fallait absolument découdre avec les vieilles habitudes, les vieux démons imposés à Bamako et dans plusieurs pays africains, surtout dans le Sahel, par les autorités françaises. Donc, vous savez que la France aime bien les personnes, les dirigeants soumis. Et Bamako ne fait plus partie de cette classe-là. Et il fallait absolument revoir la coopération, que ce soit la coopération militaire, la coopération à tous les niveaux. Vous voyez, et cela ne plaît pas forcément à Paris. Et les relations sont tendues, surtout qu'on a des vrais hommes actuellement à Bamako. On va toujours le marteler. Bamako a actuellement des souverainistes, c'est-à-dire des patriotes et des panafricanistes, des personnes qui assument leur africanité et qui ne se laissent pas marcher dessus. Et vous savez, ça ne plaît pas forcément à Paris. C'est pourquoi vous avez ces relations qui sont tendues, elles vont rester tendues tant que la jeunesse africaine sera debout. Puisque la machine est en marche et ces relations vont rester tendues. Et il faut également le relever, Bachir, qu'il y a un nouveau disque actuellement du côté du Mali.
des nouvelles relations que les autorités exigent avec les partenaires étrangers, que ce soit avec la France, les États-Unis, et la Russie et tous les autres partenaires. Il faut respecter la souveraineté du Mali. C'est un discours qui revient très souvent. Ça revient régulièrement. Il faut respecter les choix stratégiques du Mali. Il faut respecter les Maliens. Donc tout ce que vous devez faire, vous devez prendre les Maliens, mettre les Maliens au centre de toutes les décisions que vous voulez prendre, ou alors de toutes les actions que vous voulez entreprendre du côté du Mali. Et je pense que tous les hommes, tous les dirigeants sérieux doivent agir comme les dirigeants de la transition. Ils doivent se comporter en bouclier, c'est-à-dire ils doivent préserver les intérêts de leur nation. Et que ça plaise ou pas à la France, à Emmanuel Macron et à toute sa clique, ça ne fait pas, ça nous dérange pas, parce qu'on est dans un processus de décolonisation. Il faut décoloniser les pensées, il faut restaurer en quelque sorte le rêve africain, il faut l'avoir, ce rêve, et l'entretenir, et il faut des hommes courageux. Donc, que les relations restent tendues entre Bamako et Paris n'arrange que les panafricanistes et surtout cette nouvelle génération qui aimerait en découdre et de façon décomplexée. Très bien. Voilà donc le premier jet de Didier Ndengue, cher Jonathan Batengene. De ces relations, nous en parlons depuis de nombreux mois, pour ne pas dire plus d'un an déjà, avec l'arrivée d'Assimi Goïta aux affaires. Alors, mais pourquoi, jusqu'à présent, les deux entités n'arrivent pas à décrisper justement cette relation? La situation, nous sommes dans une guerre asymétrique. Il ne faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas dans une guerre, nous ne sommes pas dans une situation de simple engueulade. Ce n'est pas deux femmes qui se sont retrouvées au marché et qui, l'une soupçonnant une infidélité, sera en train de dire à l'autre, vraiment, je te reproche ceci. Non. C'est une situation très sérieuse. On n'en est même pas encore au pic de la crise, parce que il y a une construction de plus en plus au niveau de la junte française qui vise à envenimer la situation. Vous allez remarquer que depuis le dépôt de la plainte malienne au niveau du Conseil de sécurité, non seulement la France, la junte française a opté pour un recours à ses alliés, parce que c'est l'Union européenne qui a décidé d'aller faire pression sur le Conseil de sécurité pour que la plainte malienne ne soit pas reçue, ne soit pas ouverte. Paris a de manière parallèle ouvert un conflit asymétrique avec Bamako en activant des cybermilices qui maintenant se répandent dans la désinformation. Ils ont des acteurs qui postent tous les jours le bilan des attaques terroristes. C'est comme si Paris coordonnait maintenant très bien les actions terroristes et informait ces cybermiliciens pour que ces derniers essaient de discréditer Bamako. Donc, avec une telle situation, on n'est même pas à la lisière d'une situation qui va se normaliser. On est dans l'aggravation de la situation et on a une contribution active de Paris qui veut à tout prix, au lieu de se remettre en question et de revenir à une meilleure gestion de sa relation avec les pays africains, on a un jusqu'au-boutisme du côté des autorités de la junte française qui trouve donc en face également des autorités décidées, parce que ces autorités ont compris que c'est un jeu où, dans le rapport de force, il faudra non seulement être virulent, mais en plus, il faudra être résistant. Une question tout de même, dans votre analyse, vous avez parlé de ces cyberactivistes qui publient à chaque fois les bilans des morts, des attaques des terroristes. C'est à quelle fin? Là, le truc, c'est d'amener d'abord la population à croire que le départ de l'armée d'occupation de la junte française a laissé un vide et a affaibli considérablement les capacités de l'armée malienne, ce qui est faux.
parce que depuis le départ des soldats de la junte française, cette armée d'occupation n'avait même pas réussi à sécuriser le Sahel. Ils avaient 40% de leur territoire, les Maliens. Ils ont réussi à récupérer 40 autres pourcents. Ça veut dire qu'ils ont doublé la superficie de contrôle de leur territoire. On parle d'un territoire de plus d'1 100 000 km². C'est 1 300 000 km². Alors imaginez-vous qu'un pays ait conquis 40% de 1 300 000 km². On est dans l'ordre de près de 400 000 km². C'est presque la superficie du Cameroun. Ça veut dire que les Famas ont réalisé des prouesses du point de vue militaire en très peu de temps. Parce que depuis octobre 2021, où ils ont vraiment rompu avec les forces d'occupation de la junte française, ces derniers n'ont cessé de harceler les terroristes et de mener une contre-offensive qui a connu beaucoup de succès. Donc, en presque, disons, en un an, ils ont récupéré ce que le Mali avait perdu en 7 ans. Donc, c'est des efforts comme ça qu'il faut occulter, que la junte française voulait récupérer au niveau du Conseil de sécurité, parce que toute cette communication parallèle via les canaux que nous croyons être informels, non, ils ne sont pas informels. En 2013, en 2010, le Sénat, comment on appelle ça, la commission en charge des affaires étrangères du Sénat et celle de l'Assemblée nationale française était en train d'insister sur un phénomène. Il faut une diplomatie d'influence. Or, la diplomatie d'influence, c'est laquelle? C'est une diplomatie qui passe par des canaux qui ne sont pas seulement ceux officiels. Et c'est elle que le patron de la junte française, Emmanuel Macron, a indexé lorsqu'il disait, lors de sa conférence de presse en 2022, il disait devant les ambassadeurs, nous devons avoir une diplomatie publique forte. Nous devons changer notre manière de communiquer. Il a d'ailleurs accusé 3 puissances, mais là, ça l'engage parce que c'est son conflit et sa compétition avec ceux-là. Mais il nous annonçait que désormais, le réseau France Média Monde ne serait plus dirigé de la même manière que par le passé. C'est-à-dire, si hier, il y avait la mainmise du Quai d'Orsay sur le réseau France Média Monde, désormais, même l'Élysée veillera à ce que ce réseau communique d'une certaine manière. Alors, même et il a donc élargi. Média Monde a voulu dans un communiqué de Bachir, vous savez que en la matière, pour se prévaloir d'être un média d'une pseudo-indépendance, il faut commettre un communiqué. C'est quand même le basique. Oui. Mais ils savent eux-mêmes que leurs méthodes de travail ne sont pas objectives. C'est des méthodes tout à fait partisanes. C'est des médias qui sont là pour défendre l'image de la France dans le monde. Donc, c'est des médias alignés dans la vision diplomatique de la France. Et aujourd'hui, donc, le réseau a été élargi à un ensemble de cyberactivistes qui sont, et c'est ça qui est malsain et cynique dans l'affaire, des Africains d'origine. Oui. Ils intègrent des Africains d'origine qui commencent à tirer sur leur propre pays. C'est des actes de trahison, ça nous rappelle un peu les Edward Snowden. Mais comment des individus peuvent produire sur leur pays des informations fausses, des informations biaisées? Et toutes ces informations visent une seule chose. Il fallait discréditer le Mali, donner l'impression au Conseil de sécurité que même dans les réseaux sociaux, ces gens, on constate qu'ils ne sont pas capables d'assurer leur sécurité, et donc proposer ce qui sera une nouvelle forme d'occupation, de renforcer les forces de la MINUSMA avec des contingents venant de pays hostiles, notamment les pays de l'Union européenne. C'était ça la stratégie. Et le ministre Maïga, qui l'avait compris, et qui a attaqué le problème d'un autre bout, a permis que cette version qui devait être déballée ne puisse pas prospérer. Merci à vous, très cher Jonathan Batengere. Je crois que vous voulez dire le ministre Diop, Abdoulaye Diop. Oui, le ministre Diop, vous savez que j'ai particulièrement une admiration pour le ministre Maïga, surtout avec le je répète tout les 3 fois. Alors, Didier Ndengue, je me retourne vers vous, justement. Le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a dit ceci, et je le cite. Il est
surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022 pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Et fin de citation. Alors, pourquoi l'ONU n'a pas mis la question de la plainte malienne à la table de discussion hier à New York? Je pense sincèrement que l'ONU est dans le jeu de Paris. L'ONU essaie de défendre la France et ce n'est que logique parce qu'on sait bien que l'ONU n'a jamais soutenu les États légitimes qui défendent réellement leurs intérêts. Et il vous souvient également que le secrétaire général des Nations Unies a plusieurs fois demandé aux autorités maliennes de relâcher les 46 mercenaires. Les soldats ivoiriens qui sont qualifiés de mercenaires par Bamako, et il avait demandé leur libération sans condition. Donc je pense qu'avec ce genre d'attitude, on ne peut pas réellement attendre grand chose des Nations Unies. Donc passer et esquiver la plainte des autorités de Bamako, essayer de surfer sous d'autres cieux pour ternir au maximum l'image des femmes, des autorités en place, ça fait partie du jeu des Nations Unies. Donc ce n'est pas surprenant pour ma part, vu que les Nations Unies ont toujours joué un jeu vraiment très flou, un jeu très trouble en ce qui concerne les crises dans les pays africains. Donc les Nations Unies sont toujours en faveur du bourreau. C'est l'impression qu'elle donne, qu'elle est toujours en faveur des bourreaux et qu'elle s'en fout des victimes. Et surtout quand vous avez des victimes comme celle de Bamako qui défendent ses intérêts et qui ne veulent plus se laisser marcher dessus. Est-ce qu'il pourrait justifier justement cette attitude de l'ONU de toujours soutenir le bourreau, comme vous l'avez dit? Mais je pense que l'ONU fait partie du business. L'ONU, forcément, s'engraisse derrière la France et tout cela qui déstabilise le monde. Parce que la déstabilisation fait de très bonnes affaires. Ça permet à l'ONU de déployer ses soldats. Ça permet à l'ONU de créer, entre guillemets, des plans humanitaires dans les pays. Et vous savez que sans crise, l'ONU ne peut pas facilement se mouvoir. Il faut créer des crises, il faut créer des confusions. Sauf que chaque fois que les Nations Unies se prononcent en faveur de la France, même si c'est de façon indirecte, elles oublient que quand les soldats, par exemple les mercenaires ivoiriens, sont arrivés au Mali, c'est la MINUSMA qui avait dit dans une note verbale que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, rappelle tout le temps. La MINUSMA avait dit qu'elle n'était pas au courant de ces soldats. Ces soldats ne faisaient pas partie de ces effectifs. Donc vous voyez, si vous avez une institution des Nations Unies comme la MINUSMA, puisque la MINUSMA c'est les Nations Unies, qui vous disent qu'elle ne reconnaît pas certains soldats, mais que vous, le patron des Nations Unies, vous, le secrétaire général, vous venez demander à un pays agressé de relâcher ceux qui sont considérés comme des mercenaires. Je me dis, il y a un véritable problème du côté des Nations Unies. C'est pour cela que le monde entier, les dirigeants sérieux demandent que l'ONU soit révisée. Il faut une refondation de cette institution à laquelle appartiennent plusieurs États, mais qui ne semble pas défendre de façon équitable les intérêts de ces États-là. Et le Mali, à ce niveau, ne compte pas se laisser marcher dessus. Elle a porté plainte, Bamako a porté plainte à la France. On attend que les Nations Unies ouvrent une séance de travail pour que Bamako présente ses preuves. Seulement des preuves. Puisqu'Abdoulaye Diop, quand même, il insiste à dire qu'ils ont des preuves de ce que la France se serait lancée dans des opérations de collecte d'informations, de renseignements, et pour les mettre à la disposition des terroristes. Et Abdoulaye Diop dit que
La France a violé l'espace aérien malien. Oui. La France a financé les terroristes. Ils disent qu'ils ont des preuves. Pourquoi ne pas donner la possibilité aux autorités maliennes de présenter ces preuves? Oui. Donc, c'est là la grosse interrogation. Et si les Nations Unies passent leur temps à donner des leçons aux Maliens tout en ignorant la plainte qui a été déposée, mais je pense que le jeu des Nations Unies n'est pas vraiment noble. Très bien. Un jeu pas noble, très cher Batenguene. Pourquoi la plainte du Mali n'a pas été mise sur la table à cette occasion, puisqu'il était question quand même d'évaluer le rapport sur 3 mois, de juin à septembre, de ce que l'ONU a pu faire sur le territoire malien? D'abord, c'est une réunion formelle. Donc, c'est une réunion qui, dans le fonctionnement, porte sur un ensemble de dossiers courants. En l'occasion, c'était le dossier de la mission des Nations Unies au Mali. Cette mission a eu 3 mois depuis sa reconduction. Il fallait évaluer les performances de la mission. Il fallait également voir l'évolution de la situation sur le terrain. Donc, c'est pourquoi nous avons insisté sur les éléments qui sont en train de se construire. La multiplication des fake news, la multiplication de sources parallèles de communication qui participent de l'envenimement de la situation. Le dossier malien, quant à lui, devait être posé sur la table en principe, dans la mesure où c'est un dossier qui est arrivé sur la table du Conseil dans la période écoulée entre les 3 mois. Et donc, ça aurait dû faire partie des dossiers sur lesquels l'attention aurait pu se pencher. Seulement, nous assistons à une scène mondiale particulière. Oui. Cette scène est dominée par le conflit en Ukraine, lequel conflit laisse apparaître des zones de friction et un changement hégémonique, du moins un challenge hégémonique important, celui du bloc des pays qui sont désormais avec la Russie. Et en face, le challenge est contre l'hégémonie occidentale qui a duré près de 5 siècles. Donc cette hégémonie se sentant mise en difficulté et sachant que certains dossiers pourraient davantage affaiblir son aura, ne pouvait pas, du point de vue stratégique, permettre que l'un de ses alliés de poids, parce qu'il faut noter que si l'Occident a 5 alliés de poids, la France compte dans le top 5 parce que par son histoire, son histoire coloniale et son histoire culturelle, elle a un rayonnement dans le monde occidental. Donc, il fallait éviter que l'un des géants de l'Occident se retrouve dans une situation difficile. Surtout que ce géant est mobilisé dans le cadre de la pression collective. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique pourquoi le président de la Jeune Française est l'un des plus actifs quand il faut mettre à mal le président russe dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Il se montre actif essentiellement parce qu'il y va de la survie de son pays à l'international. Il se dit, les comptes qui sont en train de lui être réglés par les Africains sur le territoire africain, ces comptes prospèrent parce que les Africains ont comme soutien la Russie. Et donc, lui, sachant que cette Russie permet aux Africains de se libérer, il faut limiter la casse. Et pour limiter la casse, il se présente comme étant le meilleur apôtre de la destruction de l'Ukraine, en encourageant le clone sanglant de Kiev, Zelensky, à davantage sacrifier son peuple et à suivre une logique guerrière. Vous voyez un peu cette posture-là, avec cette posture, il a réussi à s'attirer la sympathie de tous les entrepreneurs de guerre de l'Occident, qui maintenant lui rendent en retour une protection au niveau du Conseil de sécurité. Voilà la raison pour laquelle ce dossier n'a pas été ouvert. Ce n'est pas parce qu'on respecte beaucoup la Jeune Française, mais c'est parce que la Jeune Française s'est suffisamment illustrée
dans le conflit qui est le conflit majeur actuel et s'est proposé comme étant le meilleur pion des États-Unis dans le cadre de la logique guerrière en Ukraine. C'est la raison qui explique cela. Sinon, le dossier en lui-même constitue pour le Mali un atout incommensurable. Un atout incommensurable, pourquoi? Parce que d'abord, la communication qui est faite sur le dossier est déjà une victoire pour le Mali. Oui. Rien que la communication. C'est quoi? C'est comme une prise mortelle qui vous est infligée par votre adversaire. Alors, si la prise, vous réussissez à l'atténuer pendant un certain temps, puisqu'elle est mortelle, elle le sera certainement lorsqu'elle prendra totalement. Mais si elle vous prend immédiatement, elle vous mènera à la mort. Donc, le résultat est le même. C'est l'effondrement de la réputation de la junte française. C'est cet effondrement de la réputation qui est retardé. Si le dossier était ouvert très tôt, on aurait assisté à un effondrement de cette réputation au niveau international. Mais même s'il est ouvert plus tard, et d'ailleurs, les Maliens, nous ne doutons pas que les autorités maliennes actuellement sont en train de densifier une nouvelle documentation qui va venir en renfort de celle-là et qui va encore peser plus lourd. Donc, ils sont en train de retarder la situation qui est en fait le résultat qui est la chute la chute de la réputation de la France dans le monde. La France ne sera plus jamais, après ce que le Mali est en train de faire, et dès que ce dossier sera posé sur la table, la France ne sera plus jamais une référence en matière d'assistance, en matière de coopération militaire internationale, ne sera plus jamais une référence en matière de promotion des droits de l'homme. La France va rentrer dans le bal des nations qui sont blacklistées. C'est ce que le Mali est en train de faire, et le Mali le fait patiemment, sagement, calmement. D'ailleurs, quand vous avez raison, vous n'êtes généralement pas pressé de vous faire entendre. Merci. Écoutez. Merci Joe. Donnons la parole à nos téléspectateurs. Jean Sacponou est avec nous depuis les États-Unis. Bonsoir Jean. Bonsoir Grand Bachir. Bonne arrivée. Merci Jean. Merci. Oui, merci beaucoup pour ton courage. Que Dieu te bénisse. Bonsoir Jonathan, bonsoir Didier, bonsoir technicien, bonsoir à tous ceux qui écoutent For You Media. Bachir, effectivement, la France. Oui. Vous voyez, les choses évoluent de telle sorte que même le Landa africain commence pas à comprendre qui est la France. Qu'est-ce qu'elle fait en Afrique depuis longtemps. Vous voyez, vous avez écouté ce qu'a dit le représentant français à l'ONU, au Conseil de sécurité, qu'ils vont rester au Sahel et dans la région du Golfe de Guinée. Ouais, il a déjà montré leur plan. Voilà. Oui, oui. Rester au Sahel et dans la région du Golfe de Guinée. Mais qu'est-ce que la France? Un pays criminel qui s'arrose les titres de l'agneau. Pays des droits de l'homme, pays d'amour, pays de ceci, n'importe quoi. Qu'est-ce que ce pays-là cherche dans cette région? Parce que nous vous disons, nous allons arriver à un moment où nous allons recenser toutes leurs firmes qui pillent le continent africain. Et vous allez voir, s'ils ne le feront pas, nos enfants le feront. Nous allons juger la France si elle existe, parce que je ne sais pas si elle va encore exister. Avec cette persistance dans le mal. Nous appelons les Français à leur prise de conscience. Je pense que ça commence déjà. Pour faire taire à ces criminels français qui gouvernent la France. Que la France arrive à reconnaître les dommages, les crimes que les gouvernants perpétuent sur le continent africain. Ça ne restera jamais impuni, Bachir. Ça sera puni. Ça sera puni certainement. Vous voyez, ce qui nous a encore fait chaud là, particulièrement moi, ce qui m'a encore un peu frappé, cette représentante, c'est la représentante, l'intervention de la représentante américaine à l'ONU, cette noire américaine. Vous voyez, Bachir, ce qui est dommage ici, c'est que ces gens-là n'ont pas assez d'informations crédibles concernant leur pays, l'Afrique. Vous savez comment on nous appelle, nous les noirs en Amérique ici? On nous appelle Africains américains. C'est cette dame-là. On l'appelle africaine, américaine,
Pourquoi ne pas comprendre la tête de ces aïeux, ce qui se passe réellement là-bas? Et ils sont manipulés comme le cas d'Obama. C'est ce qui est dommage. Alors vous parlez des traites activistes. Mais si cette dame l'a fait ça, qu'est-ce que vous voulez que ces traites-là africains fassent plutôt, excusez-moi. Mais c'est la même chose. Mais ça ne freinera pas la lutte. Je dis bien, ça ne freinera pas la lutte. Ça fera plutôt avancer dans la lutte pour la victoire. Pour que nous jaugions effectivement la présence divine avec nous dans cette lutte qui est d'ailleurs la lutte pour la justice divine. Bachir, je laisse encore les autres pour intervenir. Bon courage à vous et nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, très cher Jean Sakpono, depuis les États-Unis d'Amérique. On va rester au téléphone, Didier. Vous le connaissez, le principe de l'émission d'ailleurs. Depuis des années, on le fait ensemble. Et donc, Zerfel nous appelle. Lui, il est en Allemagne. Bonsoir, Zerfel. Ok, d'abord, bonsoir. Bonsoir à tous vos invités. Bonsoir à tous ceux qui regardent cette télévision. Et d'abord, je te dis bonne guérison, mon frère. Merci. Bachi. Merci. Bonne guérison et puis Aquaba, comme on dit en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Parce que le plus souvent, les appelants, certains appelants, parce qu'avant de dire des trucs, il faut quand même voir chez toi d'abord si celui qui est là, s'il est prêt pour dégager celui qui emmerde chez les citoyens de ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que quand moi je vois le ministre des Affaires étrangères malien aujourd'hui, c'est un homme comme ça qu'on a besoin de parler direct, franc, devant les choses, l'homme blanc. Parce que quand il a fait son discours, l'ambassadeur français, il était glacé, mais il fallait qu'il parle par la violence, mais le gars, il était calme et il lui a répondu, si tu veux, si tu ne crois pas ce qu'il dit, on va envoyer des preuves. Est-ce qu'il a parlé? Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'avant, ils pensaient qu'avant, dans les années machin là, ils ne savent pas que le temps a changé. Ils veulent continuer toujours dans le même temps qu'ils ont pris les Africains. Non, les choses ont changé. Les Français n'ont pas encore compris cela. Parce qu'il y a certains Africains qui ne veulent pas être libres. C'est ça qui fait aussi le défaut qu'on veut avancer. Ce sont ces gens-là qui nous amènent toujours en arrière. Mais ceux-là, on va les mettre de côté, puis on va avancer comme ça se doit. Sinon, quand moi je vois, parce que le discours de monsieur, comment on dit pas le discours, son exposé était tellement clair et propre, et ça a glacé le monsieur, et en même temps, il s'est mis dans une colère comme un sauvage, et sans réfléchir, il dit des bêtises devant le monde entier. Tu vois, ce sont des gens, parce que l'homme blanc, c'est-à-dire que quand le plus souvent, pourquoi ils ont peur des Arabes? Parce que quand ils font des trucs, les Arabes vont venir faire exploser des bombes ici, les enfants vont mourir, donc ils ont peur d'eux. Nous, les Africains noirs, on est toujours en train de discuter, faire des dialogues qui n'ont rien à foutre, qui n'avancent même pas sur le pays dans lequel se trouvent ces genres de trucs. Tu vois? Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis fier. Tout ce que vous avez dit sur le plateau, c'est tellement super que moi, je n'ai rien à ajouter. Parce que le plus souvent, moi, je demande à mes frères, quand ils appellent, ils n'ont qu'à aussi accuser leur président qui sont là, qui ne foutent rien. Et les autres veulent avancer. Et au lieu d'aider ces personnes-là pour avancer ensemble avec eux, mais il fait que chez les abaissés là, il faut qu'on les critique, ces gens de présidents. Parce que moi, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de président. C'est un mercenaire qui est là. D'abord, j'ai remercié Jonathan. Tous les soirs, il parle de notre soeur. Comment ça s'appelle? Je n'oublie son nom. Michel, putain, c'est qu'elle a fait ça. Donc, je te remercie pour nous rappeler toujours que c'est dame. Voilà, le micro était fermé. Picheri Balé, oui. Qu'on a arrêté arbitrairement dans ce pays-là. Oui. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever au moins. Et depuis qu'on a arrêté, ça fait 2 mois maintenant, cette femme, elle est en prison. En tout cas, à la cause de tous les Ivoiriens aujourd'hui, alors ils sont là comme des câbles.
comment dire, dans la marmite d'une ménagère. Merci Zerfel. De toutes les façons, vous en appelez à ce qu'il y ait des hommes comme ces dirigeants maliens qui peuvent parler librement. Restons au téléphone. Alors j'ai deux appels qui entrent au même moment. Je vois Dame Cissé et je vois Abou d'Angleterre. Nous commençons par qui? Abou d'Angleterre. D'accord. Bonsoir Abou. Bonsoir, monsieur Berti, madame, le plus grand journaliste du monde. Je suis content que vous êtes remis de votre malade et que vous êtes revenu en pleine santé, sans que vous parliez avec plus profit depuis des salaires de temps de temps. Je salue tous vos invités, en particulier le soir, Bataille Jonathan, le brillant tissu, et tous les techniciens, en particulier Yannick Chen, le grand technicien de tous les temps, de tous les siècles, et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, vous savez, Bachir, à propos de l'ONU, parce que nous avons toujours dit, et comme la répétition pédagogique, l'ONU est un machin. C'est un outil à la salle de l'impérialisme. Et aujourd'hui, on vient de prouver une fois de plus, parce que jamais les pauvres sont entendus à l'ONU. C'est toujours pour les pays oppresseurs, les pays capitalistes sont au devant de la scène, que les causes sont prises en cause, que les sujets sont pris en tout comme on appelle en charge. Mais puis il s'agit d'un pays africain qui n'est jamais respecté. Donc, à la sortie de ça, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ONU? Parce qu'on n'a pas de moralité. En fait, il faut toujours être là, vous dites qu'on fait la justice, quand il s'agit de la justice des riches seulement, et en particulier des voleurs, des violeurs, de ceux-là même qui ont mis l'Afrique en esclavage, et le peuple noir partout, qui est plus le peuple noir. C'est là seulement qu'on a toujours, on allait service, l'ONU allait service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONU est un instrument qui est comme un mercenaire à la cause de la mafia, de cette communauté internationale autoproclamée. Donc, ce que le Mali fait est très bien. Tout ça, en fait, ça montre aux yeux de tous ceux qui sont aveugles, cette minorité d'Africains qui refusent de grandir, qui comprennent le vrai visage de l'ONU. Donc, la procédure doit aller jusqu'à la fin. On ne croit pas que l'ONU va répondre, mais on veut montrer que nous sommes procédurales. Donc, on va sur toutes les étapes. Pour qu'on voit la face hideuse de l'ONU. Cette ONU-là, qui n'a pas d'oreille, quand l'Afrique montre des causes palpables. Mais quand la France se lève, cette France, quand l'Afrique est aidée à se libérer, dès qu'on pose du doigt un Africain, l'ONU est pressée de prendre une résolution pour aller tuer Kadhafi, pour aller enlever Gbagbo pour le mettre en prison, sans pause, on le met en prison à France, et à France, les points. Vous ne pouvez pas dire que les Africains, qui n'ont même pas vu la guerre, parce qu'on dit que les Français sont dans mon cher Abou d'Angleterre, vers la fin. Ils les ont mis dans le Conseil de sécurité. Si cette jeune française n'a jamais gagné la guerre, elle ne devait même pas être dans le Conseil de sécurité. Donc, c'est dit que ces gens qui n'ont même pas le droit de manifester l'Afrique comme ils manifestent l'Afrique. Donc, l'ONU, on doit sortir de l'ONU et créer notre propre ONU avec la Russie. Bonne continuation, tout à vous de l'Angleterre. Bye bye, bye bye. Merci, cher Abou, depuis l'Angleterre. Merci pour la contribution et un salut à tous ceux qui suivent l'émission. À vos côtés et du côté de Londres, nous restons au téléphone. On va en Côte d'Ivoire. Dame Cissé nous appelle de ce côté-là. Bonsoir, Dame Cissé. Bonsoir, Bachir. Ouais, merci. Bonsoir, Batengene. Bonsoir aussi à notre frère sur le plateau. Et je profite pour saluer tous les prédécesseurs, tous les téléspectateurs, Jean, Diafel, Abou d'Angleterre. Bachir, bon retour. En tout cas, il faut bien te porter parce que c'est vous qui nous donnez espoir. Quand vous voyez comment le monde va mal, quand vous voyez toutes ces injustices, vraiment c'est à travers les débats là qu'on apprend. Et que ces débats-là nous donne un peu d'espoir. Donc, vraiment bon retour. Hier, ce qui s'est passé à l'ONU, c'est la France, comme à son habitude. L'image que j'ai vue, elle est dans le déni.
la France et tous ses supporters, l'ONU elle-même, comme le frère Abou vient de dire, quel Africain sérieux doit attendre quelque chose de l'ONU? Nous n'avons plus rien à attendre de l'ONU. C'est vrai que la démarche du Mali, elle est salutaire. Le Mali sait là où il va. Le Mali est en train d'acculer l'ONU. Mais je ne pense pas, on n'est pas aussi naïf de croire que l'ONU, en ouvrant ce dossier-là, elle va s'auto-flageller. Je ne crois pas. Mais sinon, je pense que le Mali a la bonne démarche. Maintenant, pour nous autres, nous pensons que le Mali, comme on l'a déjà dit, doit faire une conférence de presse et commencer à donner quelques documents à certaines presses et des documents à certains journalistes. Parce que moi, je ne sais pas, plus le temps passe et puis, bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va aboutir, mais pourquoi aussi le Mali ne saisit pas la CPI? Parce que ce dont on accuse la France, c'est des crimes graves, hein? C'est des crimes contre l'humanité. Parce qu'on amène des terroristes pour aller tuer des populations civiles, des populations, des villageois qui sont tranquillement dans les villages. C'est des crimes contre l'humanité. Pourquoi aussi comment dirais-je, le Mali ne saisit pas la CPI? Même la Cour des droits de l'homme africaine, là, il doit le faire. Mais je ne comprends pas pourquoi cette obstination du Mali à vouloir forcément saisir l'ONU, sachant que l'ONU, ça ne va rien donner. Maintenant, je reste un peu perplexe sur l'attitude de la diplomatie malienne. Quand vous allez signer avec les États-Unis, qui vous ont donné une aide, qui vous ont apporté une assistance financière, et puis, je ne sais pas qu'est-ce que le Mali attend des États-Unis. Parce que depuis longtemps, le Mali est comment on appelle, victime de terrorisme. On ne les voit pas. Bien au contraire, on demande au Mali de ne pas aller signer avec Wagner. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis qui viennent apporter assistance au Mali. Pourtant, le Mali vit des difficultés depuis longtemps. Et vraiment, je reste un peu perplexe parce que c'est des pays qui n'ont jamais développé, qui n'ont jamais apporté le développement là où ils sont. Donc, au Mali, de faire attention. Merci, Bachi. On est ensemble. Et merci, Madame Sissé. On est ensemble, comme on le dit, en Côte d'Ivoire. Nous prenons un dernier appelant pour cette série. Il nous appelle du Cameroun. C'est Ken. Bonsoir, Ken. Bonsoir, frère Bachir. Bonsoir, tes invités. Bonsoir, l'Afrique. Et bonsoir, le monde. Incroyable. Au Mali, l'ennemi extérieur a été surpris par le gouvernement malien en flagrante manœuvre de déstabilisation du Mali. Malgré cela, cet ennemi continue à nier la palissade qui s'appuie pourtant sur des éléments avérés et probants. C'est un peu comme attraper un bandit, main dans le sac, en train de voler, et il continue à nier qu'il n'avait pas la main dans le sac. C'est très grave. Décidément, aucune démarche rationnelle ne semble amener les fauteurs de troubles en Afrique à arrêter de créer l'instabilité sur le continent noir. Comment peut-on être aussi entêté à faire sans cesse du mal, du tort aux autres pour notre seul bonheur? Voilà, frère, je m'arrête ici. Merci. Merci à vous, Ken, toujours dans sa façon d'intervenir habituelle. Merci en tout cas, cher ami Didier Dengue. La France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali, à la demande de ce pays pour combattre les groupes armés terroristes, et 59 soldats français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien, c'est ce qu'a déclaré Nicolas de Rivière, qui est l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies. Quand on l'a écouté et qu'on voit quand même la détermination du ministre Abdoulaye Diop à vouloir mettre sur la table les éléments des preuves, quel crédit on peut accorder à cela? Bien, vous savez que la France ne répète comme un perroquet ce que les propos qu'elle a toujours tenu au début, que ce soit l'ambassadeur de France aux Nations Unies ou alors tous les autres diplomates français. C'est un disque, mais je pense que jusqu'ici, ce disque est rayé. Parce que
quand vous écoutez le recadrage du ministre Abdoulaye Diop, il demande qu'une plateforme pour pouvoir s'exprimer et exposer les preuves. Parce que la France a toujours nié les massacres dans les pays africains. La France, même à travers ses médias, même en République centrafricaine, il y a des soldats français qui avaient été accusés d'avoir violé des mineurs du côté de la Centrafrique. Les autorités françaises n'ont jamais dit que c'était vrai. Encore moins les médias. Ils ont tout fait. On est arrivé à un non-lieu. Effectivement. Au niveau de la justice, oui. Donc vous voyez que c'est un État, c'est un pays qui ment depuis la fondation du monde et qui va continuer à mentir au monde entier, mais ça ne passe plus. Malheureusement, les fake news ne passent plus. Et on sait qui détient les fake news. Les fake news naissent du côté des autorités. Même avec le Covid-19, ils ont menti aux Français que la meilleure stratégie, c'est de se faire vacciner. Dernièrement, vous avez suivi un député, ou alors un ancien député français qui vous dit qu'il s'est fait vacciner. Il a eu des crises, il a eu au moins 4 AVC. Et il ne savait pas que le président Macron n'était pas vacciné. Or, le président Macron et tout son gouvernement appellent les Français, ils invitent les Français à aller prendre des substances qu'ils ne maîtrisent pas. Donc vous voyez que c'est un pays qui a des dirigeants qui mentent et qui continuent à mentir jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Oui, alors quand vous dites cette France ment, mais il y a quand même que ce qui est vrai, c'est un fait, je crois bien. 59 soldats français quand même ont payé de leur vie au Mali. Oui, là c'est un chiffre. Pour les Maliens. Oui, et les autorités maliennes ont toujours regretté le meurtre ou la mort de ces 59 soldats français qui étaient engagés du côté du Mali. Tout comme les autorités maliennes ont également regretté et présenté les condoléances à tous ces militaires, à toutes ces nations engagées du côté du Mali, qui ont perdu également des hommes, des soldats au front. La bannière de la MINUSMA, oui. Mais il faut également rappeler aux Français que ce sont les Africains, nos aïeux, qui ont délivré cette France-là. Et combien sont morts au front, combien ont été assassinés en voulant sauver la France, et combien de dirigeants, combien de citoyens français ont été tués par la France, et combien d'Africains qui utilisent le franc CFA ont été tués derrière cette monnaie. Donc on ne peut pas faire une comparaison entre les soldats, les 59 soldats français décédés, morts du côté du Mali, c'est regrettable, mais la France ne devrait pas seulement s'arrêter là. Elle doit se rappeler qu'il y a des soldats africains qui sont allés combattre et qui ont eu la libération de la France. Et certains me réclamaient ce qui leur revenait de droit. Qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Certains ont été, ils ont été tués. Donc vous voyez que la France ne doit pas jouer tout le temps à cet état-là qui oublie, qui tient des propos sélectifs, juste pour essayer de dire que oui, nous sommes blancs comme neige, alors qu'elle est consciente, cette France, que le sang des Africains, elle a le sang des Africains, même si elle se parfume, même si elle se lave comment, l'odeur va toujours ressortir. Très bien. Didier, merci. Jonathan Batengene, vers la fin de la réunion d'hier, le ministre Abdoulaye Diop a encore martelé. Il a pris la parole et il a déclaré, je le cite, « L'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité et à la face du monde des preuves tangibles de l'ingérence française, en ajoutant que le Mali ne fait pas des déclarations à la légère. » Alors, quel commentaire? Il a dit tout. Il a résumé ce qui se dit depuis le ministre Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre. L'avait déjà martelé. Bachir, nous avons eu le privilège de voir quand même certaines preuves. Ce n'est pas un secret ce n'est pas pour nous
un secret que la France est coopérée. Il y a les vidéos qui montrent les forces spéciales françaises en train de former les terroristes. Ça existe, ces vidéos. Il n'est pas en train de dire des fadaises. Nous savons une chose, c'est que la provocation dans laquelle la jeune Française s'est lancée, le dialogue de sourds que la jeune Française croit avoir ouvert, c'est-à-dire une posture où chacun apporte ses arguments et aucune n'écoute l'autre, ce n'est pas un jeu qui va durer longtemps, Bachir. Nous disons aux Africains depuis un moment, et ça depuis la fin de l'année dernière, préparons-nous. Préparons-nous. La France ne quittera pas l'Afrique seulement à partir des beaux discours et des révolutions pacifiques. Comme les nazis ont quitté la France quittera aussi l'Afrique sous la pression militaire des Africains. Nous devons être prêts à cela. C'est pourquoi nous disons une chose. Les États africains qui se sont déjà libérés doivent monter d'un cran. Nous invitons le Mali à monter d'un cran. Davantage, dotez-vous du matériel militaire, même chinois. Je crois que c'est ce qu'ils font. Iraniens. Oui. Les Iraniens ont les missiles, ils ont promis en donner aux Russes dans l'opération militaire spéciale. Mais prenez des drones Shahed 101 qui sont en train de faire la pluie et le beau temps sur le territoire ukrainien. Ces drones montrent leur efficacité contre le dôme de fer 2. Le dôme de fer 2, c'est le tout dernier système israélien en matière de défense antiaérienne. Oui. Et les drones Shahed 2 améliorés sous la version Orlan russe sont en train de montrer qu'ils percent ces dispositifs sans problème. Allez chercher ces trucs. Prenez des missiles iraniens. Les Français brandissent des menaces comme quoi ils vont mener une opération au Mali, ils vont détruire les aéronefs maliens. Il faut que le Mali se comprenne. Il faut que le Mali se prépare à faire de la France, à faire de son territoire le cimetière de la France. Le cimetière de la France en Afrique de l'Ouest. La victoire militaire que le Mali va infliger, mais pas le Mali seul, hein, parce que nous tous panafricanistes, on ira se battre là-bas. Si la France croit avoir affaire à un seul pays, elle a affaire à une nation, un peuple. Le panafricanisme, c'est tout le continent. Nous irons nous battre là-bas. Et vous avez vu la posture du président d'Afrique du Sud, Ramaphosa. Oui. Il a été très clair. Avec sa posture sur la question marocaine et le Sahara occidental, il est clair désormais que l'Afrique du Sud est en train de se ranger définitivement dans le camp africain. Et l'Afrique du Sud produit les armes. Donc nous aurons les armes, il faut dire ça aux Français. Il faut rappeler comme que c'est un membre des BRICS, hein, donc rien d'étonnant. Nous aurons les armes. Même l'Égypte est en train de changer sa posture. Nous aurons les armes. La France doit savoir qu'elle c'est elle qui est encerclée maintenant. Ce n'est plus elle qui agit. Elle est encerclée. Le dialogue qu'ils ont ouvert du point de vue diplomatique, ça doit se tenir. Parce qu'aujourd'hui, il faut battre l'Occident sur tous les territoires. Sur tous les terrains. Sur le plan communicationnel, les médias panafricanistes ont déjà mis à terre la communication de leurs médias de propagande. C'est une victoire médiatique. Sur le plan idéologique, le panafricanisme a réussi à résoudre les énigmes de la vie quotidienne des Africains en leur montrant que quand vous subissez tel problème, en fait, la cause c'est ceci. Et le panafricanisme propose des solutions qui sont en voie d'expérimentation. Le Mali, le Burkina, le Madagascar et d'autres territoires. Le panafricanisme devient une idéologie compétitive au niveau mondial. Et notre seule idéologie, l'idéologie la seule qui est actuellement en train de faire concurrence au panafricanisme, ce n'est pas le communisme, c'est l'eurasiatisme. Les Africains sont en train de battre les Occidentaux sur un autre domaine. Le domaine diplomatique. La diplomatie menée par les Maliens est une diplomatie offensive. Une diplomatie pédagogique. Des gens qui nous ont enseigné, qui nous ont dit qu'ils allaient nous apprendre la civilisation. C'est eux qui sont à l'école de la civilisation.
Les Maliens utilisent les subtilités de la langue française, c'est ainsi qu'ils disent, pour leur faire comprendre que nous avons les preuves de votre ingérence et de votre complicité avec les terroristes. Et ces preuves sont légion. Les preuves de viol du territoire, du territoire malien, c'est-à-dire de survol sans autorisation, ça a été documenté. Nous sommes en train de battre l'Occident sur plusieurs terrains. Le dernier terrain, l'Occident n'a pas encore vu ça, c'est pourquoi l'Occident ne nous prend pas encore avec pertinence. Et je comprends notre frère Zerfel. Il a raison. Mais il ne faut pas être pressé, Zerfel. Tu me dis souvent qu'il ne faut pas être pressé, mais là, il ne faut pas être pressé. On va y arriver. Militairement, on va y arriver. La France va se souvenir que nos ancêtres ont libéré 2 fois la France. La première fois en 1916, la deuxième fois en 1944. Ils vont se souvenir que l'Afrique a construit les États-Unis. Les richesses de l'Afrique ont construit Londres. Les richesses de l'Afrique ont fait le monde occidental. Que les diamants, l'or, qu'on appelle les joyaux de la couronne, c'est le fruit du vol et du brigandage britannique en Afrique du Sud. Ils vont se souvenir de tout ça. Mais ils vont s'en souvenir lorsque nous allons les battre sur le plan militaire. C'est pourquoi nous invitons les armées africaines à diminuer, à rompre les relations avec les armées occidentales, à se doter du matériel militaire dans les pays amis, les pays qui sont en concurrence avec l'Occident. Nous devons nous doter des armes. La 3e guerre mondiale qui a commencé en Ukraine, parce qu'on ne dit pas la vérité, elle est déjà là, ça se joue. L'Ukraine, c'est le territoire de la 3e guerre mondiale. Et ce que les mondialistes attendent, c'est de nous entraîner dans une hécatombe. Parce que eux, souvenez-vous de 2012, ils disaient qu'il y aurait la fin du monde le 22 octobre 2012. Et qu'est-ce qui se passait? Ils avaient construit des abris anti-atomiques. C'était un mensonge pour justifier la présence de ces abris anti-atomiques. Et ces abris anti-atomiques, c'est en vue d'une guerre nucléaire. C'est pourquoi ils sont en train de monter, d'escalader en Ukraine. Ils veulent à tout prix que Poutine utilise les armes nucléaires. C'est ça l'objectif. Mais il ne le fera pas. Ces Occidentaux, il n'y aura pas d'armes, il n'y aura pas de conflit nucléaire. Ils vont, et d'ailleurs nous demandons à toutes les populations africaines en Occident, en cas de début d'un conflit nucléaire, battez-vous pour empêcher les dirigeants occidentaux et même leurs oligarques de retrouver ces abris anti-atomiques. Battez-vous, allez-y, il y a les pays où il y a le port d'armes, vous les prenez, vous les empêchez d'y aller. C'est notre recommandation. Personne ne va fuir l'arme nucléaire. Tout le monde sera exposé. Et on va voir s'ils seront assez courageux pour continuer leur escalade. Non, pour terminer. Très bien. Les Français sont actuellement dans une posture où ils veulent résoudre le problème malien de manière militaire. Ce qu'ils font, c'est retarder l'échéance. Peuvent-ils le faire justement avec la présence... C'est les champions de la forfaiture. L'Occident est champion de la forfaiture. Oui. Si vous vous mettez en... Est-ce que le rapport des forces aujourd'hui permet quand même à la France de s'engager dans une telle aventure? Ils sont des aventuriers. Des gens qui ont colonisé l'Afrique avec parfois 10 blancs et quelques noirs. Ils sont aventuriers dans leur propre essence. Dans leur essence, ils sont aventuriers. Mais l'Occident a une chose. Il ne s'arrête que quand il rencontre une force supérieure. Souvenez-vous de l'incident de Fashoda. Lord Kitchener et Marchand. Marchand s'est aventurier sur les territoires du Soudan britannique. Le Soudan, on dit même britannique. Sur les territoires qui étaient explorés par les Britanniques. Et Lord Kitchener, avec 2000 combattants, Marchand n'en avait que 300. Quand il a vu la supériorité militaire de Kitchener, il a reculé. C'est ça l'Occident. L'Occident s'arrête quand vous le dépassez en puissance. C'est pourquoi nous devons nous doter d'armes puissantes. Poutine l'avait compris et c'est pourquoi Poutine a doté la Russie d'une arme puissante. Les pays africains, dotons-nous d'armes puissantes. Nos pays déjà libres là, le Burkina, le Mali, la RCA, ne lésinez pas sur votre armement. Merci Jonathan Batengene et Didier Ndengue. Peut-être ce sera la dernière prise de parole. La MINUSMA, elle a besoin quand même d'un peu
un peu plus d'espace pour intervenir au Mali. Elle a besoin de moyens d'agir de ce côté-là, mais les autorités maliennes restent fermes, puisque pour elles et ces autorités, la priorité du Mali est son recentrage sur le refondement de la présence de la MINUSMA au Mali, notamment l'appui à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, et pas plus. Et pas plus. Et je pense que les autorités maliennes ont tout à fait raison. Vous ne pouvez pas être une armée étrangère qui opère sur un territoire sans toutefois tenir compte des règles et de tout ce qui encadre ces territoires. Donc chaque fois que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, rappelle les missions, de la MINUSMA et rappelle aux Nations Unies que la MINUSMA doit coopérer avec les autorités en place. Et la MINUSMA ne doit pas s'ingérer dans les affaires internes du Mali. Elle doit s'arrêter au niveau de la protection, de la lutte contre le terrorisme et pas plus. Et vous voyez que les autorités maliennes mettent toujours en garde tous ceux qui sont derrière la MINUSMA pour rappeler à ceux-là que la MINUSMA ne doit pas être un instrument de chantage ou alors un instrument de déstabilisation, d'espionnage et tout ce qui va avec. Certes, l'armée française a quitté le Mali, mais on sait que cette armée a toujours un pied à travers la coalition qui constitue la MINUSMA. Donc, avec le nouveau registre en place, le nouveau registre défini par les autorités de la transition et qui est régulièrement brandi au niveau du Conseil de sécurité et sur toutes les plateformes d'échange, la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et le respect des intérêts vitaux du peuple malien. La MINUSMA doit également s'aligner pour qu'elle ne soit pas confondue à un groupe de déstabilisation, pour qu'elle joue franchement son jeu, même si on sait en arrière-plan qu'aucune armée des Nations Unies n'a réussi à apporter la paix dans un pays en crise. On espère qu'avec les nouvelles directives et la nouvelle vision tracée par les autorités maliennes, la MINUSMA va faire patte blanche et qu'elle va effectivement jouer son rôle. Sinon, elle sera toujours confrontée à une population qui ne veut pas de sa présence si elle ne reste pas dans son couloir. Vous avez vu il y a quelques semaines une image a circulé sur les réseaux sociaux dans un village du Mali, les populations qui jetaient les pierres sur les voitures des Nations Unies. Donc vous voyez quand même la population est prête à chasser si jamais la MINUSMA ne joue pas franchement son jeu. Donc la population, si vous avez au Mali 20 millions, je ne sais pas, même 30 millions de population, c'est 30 millions d'Assimi Goïta. Donc tout cela ont réussi, tous les Maliens ont réussi à inculquer ou alors à apprendre et à assimiler le nouveau disque en place, et la MINUSMA ainsi que tous les partenaires maliens doivent tenir compte de ce paramètre et surtout de ce nouveau disque à marche. Merci Didier Ndengue. Je rappelle à nos téléspectateurs qui pourront d'ailleurs lire plusieurs articles sur le site dengue.com, c'est ça? Voilà. Et donc, ils peuvent lire beaucoup, mais alors beaucoup d'articles. Il y a quelqu'un qui commentait ici, qui me dit j'aime bien la plume de ce monsieur. Je le lis souvent. Voilà, il dit j'aime bien les papiers de ce monsieur. Il a un bon stylo, je trouve. C'est Afrodoc Matic. Merci à vous de nous suivre sur les antennes de For You Media Africa. Eh bien, Jonathan, on va se dire merci. Tout à fait. Oui, et on se retrouvera certainement demain pour le même exercice. Certainement demain, nous disons aux Africains, restez mobilisés, restons mobilisés. Et à nos frères ivoiriens, notre soeur plus chérie, c'est pas seulement qu'il faille dire, non, c'est bien de penser à elle. Nous attendons que nos soeurs, Madame Yao, Madame Sissé, même la présidente Simone Bagbo, que nos femmes qui sont là-bas, nos mamans qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Faites libérer Puchéri Ballet. Faites-la libérer. C'est un devoir panafricaniste que nous avons vis-à-vis d'elle. Merci très cher Jonathan Batengene, puisque vous parlez de ces femmes qui sont persécutées. On adresse notre soutien et la solidarité
à Nathalie Yam, la dame de Sochi, qui elle également fait l'objet des choix de la presse française avec tout ce qui se dit de ce côté-là. Donc solidarité et soutien à elle. Merci à vous, messieurs. Merci à ces téléspectateurs très nombreux d'ailleurs étaient-ils ce soir encore pour nous suivre. C'était le point sur l'actualité. Retrouvez juste après nous le grand journal de Foyou. Bonne suite des programmes.